Je n'aurais jamais imaginé que ma famille pourrait se briser d'une manière aussi brutale, aussi définitive et aussi cruelle. Je n'aurais jamais cru que les liens que j'avais toujours considérés comme indestructibles pourraient se déchirer si facilement à cause d'un seul document, d'un seul nom, d'une seule décision prise par une vieille femme qui avait déjà trop vécu pour continuer à supporter des humiliations. Mais au final, la vie se charge de nous montrer que le sang unit, mais qu'il peut aussi détruire. Tout a commencé un après-midi gris, dessous où le silence semble plus lourd que d'habitude. Le ciel était couvert, la maison sentait le café fraîchement préparé et l'eucalyptus. Ma grand-mère faisait toujours bouillir des feuilles dans une petite casserole pour purifier l'air, comme elle disait. J'étais assise à côté d'elle, en train de parcourir quelques dossiers de travail, quand soudain elle posa sur la table une enveloppe couleur crème, épaisse, scellée avec le tampon officiel du notaire. Elle ne dit rien au début. Elle la posa simplement là, comme si elle pesait une tonne. Ma fille, murmura-t-elle finalement, avec cette voix douce qui cachait toujours plus de douleur qu'elle ne le montrait, nous devons parler. À cet instant, je ne me suis douté de rien. Je pensais qu'il s'agissait peut-être d'une démarche administrative, d'une complication liée à sa retraite ou à sa santé. Elle avait été faible ces derniers mois, marchant plus lentement, respirant avec difficulté la nuit. Jamais je n'aurais imaginé que cette enveloppe changerait ma vie, et détruirait celle des autres. « Je veux que tu l'ouvres, » dit-elle en poussant l'enveloppe vers moi avec des mains tremblantes. « Maintenant ?» demandai-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. « Maintenant ?» répéta-t-elle, avec cette fermeté qu'elle n'avait que lorsqu'elle était totalement décidée. J'ouvris l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles pliées, des documents notariés, des actes de propriété, des signatures, des tampons, et mon nom. Mon nom écrit en noir à un endroit où je n'aurais jamais pensé le voir. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je, la respiration coupée. Elle joignit ses mains sur ses genoux, respira profondément et leva les yeux humides, mais stables. « C'est la maison, ma fille. La maison est à toi maintenant. » Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Mon cerveau refusait de comprendre. À moi? Maintenant? Cette maison était tout pour elle, 4 décennies de souvenirs, de photos décolorées, de plantes qu'elle avait elle-même cultivées, l'odeur de son passé, son histoire, toute sa vie. Grand-mère, non. Non, non, non. Ça va provoquer des problèmes, balbutiai-je. Mes oncles, ils ne vont jamais accepter ça. Une ombre traversa les yeux de ma grand-mère. Et puis elle me dit. Les problèmes existent déjà, Anna. C'est juste que tu n'as jamais voulu les voir. Et là, exactement à ce moment-là, tout a commencé. Je pensais qu'elle exagérait. Je pensais qu'elle dramatisait, que parfois les personnes âgées portent des douleurs qui paraissent plus grandes qu'elles ne le sont. Mais non. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point de découvrir. Des mots jamais dits. Des blessures cachées derrière des portes fermées. Des années pendant lesquelles mes oncles avaient transformé ma grand-mère en une ombre dans sa propre maison. Il y a des choses que tu ne sais pas, continua-t-elle. Des choses que j'ai gardées pour te protéger. Je ne pus rien répondre. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine sa voix. Mais elle poursuivit, comme si elle avait attendu des années pour libérer ses mots. Tes oncles ne sont pas les personnes que tu crois. Je ne sais quoi dire. Mon oncle Polo, avec sa voix toujours forte, mais que j'imaginais comme un homme responsable. Ma tante Sylvia, toujours distante, mais que j'avais toujours considérée comme correcte. Oui, ils étaient brusques. Oui, ils étaient égoïstes. Mais, à ce point? Ils m'ont crié dessus. Ils m'ont dit que j'étais un poids. Ils ont utilisé mon argent sans permission. Ils ont voulu vendre cette maison, pour me mettre dans un hospice. Ma peau se hérissa complètement. Quoi? Soufflai-je, presque inaudible. Ils l'ont fait l'année dernière, dit-elle avec un ton mêlé de tristesse et de résignation. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas que tu te battes avec eux. Je l'ai dit à ta mère, mais elle était tellement épuisée que je n'ai pas voulu lui ajouter plus de douleur. Je reculai d'un pas. La pièce se mit à tourner. Mon esprit se remplit d'images que je n'avais jamais vues,
mais qui semblait maintenant aussi réelle que si elle s'était déroulée sous mes yeux, ma grand-mère pleurant seule dans sa chambre, mes oncles discutant, l'insultant, la traitant comme un vieux meuble inutile. Et puis ma grand-mère me dit la phrase que je n'oublierai jamais. Cette maison est tout ce que j'ai. Et je veux la laisser entre les mains de quelqu'un qui ne me verra jamais comme un fardeau. Mes yeux brûlaient. Mais grand-mère, ils vont me tuer quand ils sauront. Ils vont dire que je te manipule. Que je profite de toi. Ils feront tout pour m'enlever ça. Elle acquiesça, sans peur, avec un calme presque inquiétant. Laisse-les essayer. Je suis fatiguée d'avoir peur. Elle serra ma main. J'ai toujours su que l'un d'eux détruirait la famille par cupidité. Je n'aurais jamais cru que ce serait les deux. J'essayais de la convaincre de leur parler, de trouver une autre solution, d'éviter la guerre, mais elle ne voulait pas. Et maintenant je comprends pourquoi. Elle avait passé trop de temps à être humiliée. Trop de temps à se taire. Trop de temps à être forte seule. Quand je suis sortie de la maison ce soir-là, j'avais l'impression de porter une bombe prête à exploser. Mes mains tremblaient. Ma respiration était saccadée. Et même si je ne savais pas encore comment, quelque chose en moi me disait que cet héritage ne serait pas une bénédiction, mais le début d'une tempête qui balayerait tout sur son passage. Ce que je ne savais pas, c'est que mes oncles soupçonnaient déjà quelque chose. Qu'ils fouillaient depuis des semaines dans des documents cachés. Qu'ils avaient découvert que ma grand-mère préparait quelque chose. Et qu'ils étaient prêts à tout, pour empêcher cette maison de finir entre les mains de quelqu'un d'autre qu'eux. Cette introduction, cette simple enveloppe, n'était que la première fissure. Ce qui est venu ensuite. Ce furent des cris, des trahisons, des secrets, des enregistrements clandestins, des tentatives de fraude, des menaces, des manipulations, des révélations qui ont détruit l'image que j'avais de ma famille entière. Et le pire, c'est que quand tout fut terminé, j'avais les clés de la maison. Et eux, les mains vides. Quand je suis sortie de chez ma grand-mère avec l'enveloppe encore dans mon sac, je ne savais pas que ce jour marquerait le début de la pire guerre familiale que j'allais vivre de toute ma vie. Je pensais que j'aurais du temps. Je pensais pouvoir convaincre ma grand-mère de parler à mes oncles, leur expliquer les raisons, adoucir le choc. Mais non. Le destin avait d'autres plans, et aucun n'était pacifique. La première explosion est survenue 3 jours plus tard. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel avec des hurlements à l'autre bout de la ligne. J'ai reconnu la voix de mon oncle Polo, déformée par la colère. « Qu'est-ce que t'as fait, bon sang ?» rugit-il. « Qu'est-ce que t'as mis dans la tête de ma mère ?» Je suis restée muette. Mon estomac s'est noué. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocente. Ma sœur vient de tout me dire. La vieille t'a laissé la maison. La maison. Qu'est-ce que tu lui as dit? Hein? Qu'on la maltraitait? Qu'on est des monstres? Parle. Sa voix était si forte que mes collègues ont relevé la tête, inquiets. Je me suis levée, je suis allée dans le couloir et je me suis appuyée contre le mur, en essayant de garder mon calme. Tonton, je n'ai rien fait. Mamie a pris sa propre décision. Mensonge, cracha-t-il. Écoute-moi bien, Anna. Cette maison appartient à toute la famille. Je ne laisserai pas une gamine manipulatrice garder ce qui m'appartient. Avant que je ne puisse répondre, il a raccroché. Je suis restée là, au milieu du couloir, le téléphone encore en main, tremblante. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que la situation n'empire, mais je ne pensais pas que ce serait si rapide. Quelques heures plus tard, ma tante Sylvia m'a envoyé un long message venimeux. Je savais que tu allais révéler ton vrai visage tôt ou tard. Toujours si parfaite, si silencieuse, si bonne fille. Comme c'est pratique. Maintenant, tu es la préférée. Quelle surprise. Ne t'inquiète pas, on va régler ça. Légalement. Légalement. Ce mot m'a glacé. Je savais assez pour comprendre qu'un litige d'héritage pouvait devenir un enfer judiciaire. Et eux, avec toute leur amertume accumulée, seraient capables de tout. Quand je suis arrivée chez ma grand-mère ce soir-là, je l'ai trouvée assise dans le salon, les mains jointes, regardant la porte comme si elle attendait des nouvelles.
Elle savait que quelqu'un les avait appelés. Elle savait que la tempête avait commencé. Ils savent déjà, n'est-ce pas, murmura-t-elle sans même me demander ce qui s'était passé. J'ai hoché la tête. Elle ne fut pas surprise. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Mais quelque chose dans son regard s'est éteint. J'ai toujours su que ce jour arriverait, dit-elle. Je l'ai redouté pendant des années. Je me suis assise à ses côtés et elle a pris mes mains dans les siennes. Écoute-moi, Anna. Mes enfants, ils n'ont pas toujours été comme ça. Ils ne sont pas nés mauvais. La vie les a rendus durs. Fiers. Ingrats. Je les ai nourris, je leur ai payé des études, je les ai soutenus dans leurs pires moments, et quand moi j'ai eu besoin d'un câlin, ils m'ont tourné le dos. Je sentais un mélange de colère et de tristesse. Mais si tu voulais leur laisser quelque chose, tu aurais pu le faire. Ça aurait pu être tellement plus simple. Ma grand-mère secoua la tête. Ils ne veulent pas la maison. Ils veulent ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle représente? Le contrôle. Ce mot tomba entre nous comme une pierre. Tant que je vis ici, ils ont l'impression de ne rien pouvoir décider pour moi. Ils ne peuvent pas la vendre. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme garantie. Ils ne peuvent pas me manipuler. Pour eux, cette maison est un obstacle. C'est pour ça qu'ils voulaient t'envoyer dans une maison de retraite? Ma grand-mère inspira profondément. Parce que si je quittais cette maison, ils auraient le champ libre. Les larmes me brûlaient les yeux. Je ne savais pas que je détestais autant mes oncles. Je ne savais pas qu'ils avaient le cœur si durci par la cupidité. Je ne savais pas qu'ils pouvaient être ainsi, avec leur propre mère. La situation s'est aggravée une semaine plus tard. Mon oncle Polo est arrivé à la maison sans prévenir. Il a frappé à la porte si fort que j'ai cru qu'il allait la défoncer. Je viens chercher la vérité, annonça-t-il en entrant sans permission. Et toi, dit-il en me pointant du doigt, tu vas arrêter de jouer avec ma mère. Je bondis du canapé, indigné. Je ne joue avec personne. C'est toi qui voulais la sortir d'ici. Parce qu'elle ne peut pas vivre seule, cria-t-il. Et toi, tu la manipules. Je suis la seule qui vient la voir. La seule qui l'écoute. La seule qui ne la traite pas comme un meuble usé. Polo resta silencieux un instant. Ses yeux passèrent de moi à ma grand-mère. Maman, dis la vérité. Elle t'a convaincu? Elle t'a forcé? Elle t'a menacé? Ma grand-mère leva la tête lentement. Polo, c'est ma décision. Non. Si elle ne l'est pas, explosa-t-il en frappant la table. Cette maison est l'héritage de la famille. C'est la nôtre. Ma grand-mère se leva, quelque chose qu'elle n'avait pas fait en pleine dispute depuis des années. La nôtre? Depuis quand cette maison t'importe-t-elle? Tu ne viens même pas me rendre visite. Et chaque fois que tu entres ici, c'est pour critiquer, pour crier, pour exiger. Polo ouvrit la bouche, surpris par cette force. Je me suis tué à la tâche pour vous, continua ma grand-mère d'une voix ferme. Je vous ai tout donné. Et quand j'ai manqué de force, vous m'avez abandonné. Mon oncle se mit à marcher nerveusement. Ça ne va pas rester comme ça, marmonna-t-il. Je vais tout contester. Je vais appeler un avocat. Je vais prouver que tu es manipulé. Et il est parti. En claquant la porte si fort que les vitres en tremblaient. Après ça, la tension est devenue insupportable. Mes oncles se sont alliés, quelque chose qui n'arrivait jamais. Ils allaient ensemble chez le notaire, chez l'avocat, et même à la maison pour se disputer. Ils ont essayé de convaincre ma grand-mère qu'elle devenait sénile, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ils ont essayé de dire que je l'isolais. Ils ont même tenté de l'enregistrer en secret, espérant qu'elle dise quelque chose d'incohérent pour s'en servir contre elle. Mais ma grand-mère était plus forte qu'ils ne le pensaient. Chaque fois qu'ils venaient la presser, elle répondait la même chose. C'est ma maison, et je la laisse à qui je veux. Leur rage grandissait. La tension aussi. Il y a eu des jours où je craignais que quelqu'un la pousse, l'insulte, ou fasse pire. Un jour,
ma tante Sylvia a amené un médecin pour tenter de déclarer ma grand-mère compétente. Quand le plan a échoué, elle s'est mise dans une telle colère qu'elle a commencé à casser des objets dans le salon. J'ai dû intervenir pour l'empêcher de frapper ma grand-mère dans un accès d'hystérie. Le moment décisif arriva un mois plus tard. Nous avons reçu une notification judiciaire. Mes oncles avaient officiellement déposé une plainte pour annuler le transfert de la maison. Ma grand-mère a pleuré ce soir-là. Pour la première fois depuis le début. Pas pour la maison, dit-elle d'une voix brisée. Mais parce que mes propres enfants me voient comme un objet. Je l'ai enlacée, lui promettant que nous affronterions tout ensemble. Le jour de l'audience, la salle était tendue. Mes oncles avaient amené des avocats chers. Ils ont dit que j'étais manipulatrice, intéressée, une profiteuse. Ils ont dit que ma grand-mère était confuse, qu'elle n'avait pas la capacité mentale de prendre des décisions. Mais alors, la juge a demandé à parler à ma grand-mère à huis clos. Et ce fut la fin pour eux. Ma grand-mère, pour la première fois depuis des années, a tout raconté. Les insultes, les cris, les tentatives de vendre la maison en cachette, la pression pour l'envoyer en maison de retraite, l'utilisation abusive de son argent, l'abandon émotionnel. Elle est sortie de cette salle le visage fatigué, mais digne. La juge n'a pas mis longtemps à trancher. La maison resterait à mon nom. Puis mes oncles n'auraient plus le droit de s'en approcher sans autorisation. Quand ils ont entendu le verdict, leurs visages se sont déformés en un mélange de haine, d'incrédulité et de honte. Ce jour-là, ils ont perdu la maison. Mais plus encore. Ils ont perdu leur mère. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma grand-mère a serré ma main et a dit « Je ne t'ai pas laissé la maison par pitié. Je te l'ai laissée parce que tu as été la seule à me traiter comme une personne. » J'ai pleuré. Elle a souri. Et au fond de moi, je savais. Ce n'est pas l'héritage qui a détruit ma famille. Après le jugement, quand la maison fut officiellement à mon nom et que mes oncles eurent l'interdiction légale de s'en approcher, j'ai cru que tout était terminé. Que la tempête avait enfin passé. Mais ma grand-mère savait quelque chose que j'ignorais. Une tempête plus grande encore allait commencer. Et cette fois, elle n'allait pas fuir. Elle allait affronter ses propres enfants avec la vérité la plus profonde, la mieux gardée de toute sa vie. Les jours qui suivirent le procès furent étranges. La maison était silencieuse, mais pas d'un silence apaisant. C'était un silence tendu, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret. Ma grand-mère passait des heures dans sa chambre, à fouiller de vieilles boîtes, à relire des papiers jaunis. Elle ne me disait rien, mais je voyais bien qu'elle séparait des documents, qu'elle reclassait des lettres, qu'elle rangeait des photos. Une nuit, j'ai entendu sa voix trembler tandis qu'elle murmurait. « Il est temps. » Je ne compris pas ce qu'elle voulait dire. J'ai pensé qu'elle rangeait, qu'elle organisait. Qu'elle se rappelait. Non. Elle préparait quelque chose. Une bombe. Les rumeurs ont commencé quelques jours après le procès. D'abord dans le quartier. Puis dans la famille élargie. Enfin, sur les réseaux sociaux du village. On disait que mon oncle Polo avait perdu des clients. Que son patron l'avait suspendu pour comportement inapproprié. Que des gens avaient vu des vidéos, oui, des vidéos, où il criait sur ma grand-mère dans la rue, la bousculait, l'insultait. Je ne savais rien de tout cela. Jusqu'à ce que ma grand-mère m'appelle dans sa chambre. « Assieds-toi », dit-elle en rangeant une grosse enveloppe dans un tiroir. Ce qui se passe n'est que le début. Je suis restée figée. « Mamie, tu as fait quelque chose ?» Elle me regarda avec cette sérénité que seules les personnes qui n'ont plus peur de rien possèdent. Je n'ai pas commencé cette guerre, Anna. Mais je vais la terminer. Elle ouvrit le tiroir et en sortit un petit appareil ancien, un dictaphone. Ton grand-père m'a appris à ne pas être naïve. Elle appuya sur le bouton. Et alors j'ai entendu des voix. Des voix reconnaissables. Des voix qui m'ont glacé le sang. C'était Polo. C'était Sylvia. C'était ma grand-mère, suppliant. C'était des enregistrements. Des années d'enregistrements. Des insultes. Des menaces.
Des rires cruels. Des plans pour vendre la maison en secret. Des conversations où il se moquait de son âge. Il y en avait une en particulier qui m'a donné la nausée. Si la vieille ne veut pas aller en maison de retraite, on y force. Tu crois que quelqu'un va la croire si elle dit qu'on la maltraite? Et le rire aigu de Sylvia. Vieille folle, elle ne devrait même plus être en vie. J'ai senti mes tripes se tordre. J'ai senti la colère. J'ai senti l'impuissance. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Demandai-je d'une voix brisée. Parce que je croyais encore qu'il pouvait changer, répondit-elle. Jusqu'à ce qu'il tente de me prendre la seule chose qui me reste. Elle me montra alors un dossier. À l'intérieur, des copies de conversations WhatsApp, des captures d'écran, des photos, des reçus d'achat qu'ils avaient faits avec sa carte. Tout soigneusement classé. Ce n'est pas de la vengeance, Anna, dit-elle, même si ses yeux brûlaient d'une flamme nouvelle. C'est de la justice. La bombe explosa 2 semaines plus tard, au pire moment possible pour mes oncles ou au meilleur, selon le point de vue. Tout le village reçut un lien. Un lien anonyme. Avec ce titre. La vérité sur la famille Gonzalez. C'était un dossier public. Un fichier rempli de preuves. Enregistrements. Messages. Vidéos. Tout ce que mes oncles avaient fait durant des années. Et avant que je puisse ouvrir la bouche pour accuser ma grand-mère ou pour lui demander qui avait envoyé ça, elle me regarda et dit. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Qui? Elle me tendit une lettre. Je reconnus l'écriture à l'instant même. C'était celle de mon grand-père. La lettre était datée de 3 mois avant sa mort. Anna, dit ma grand-mère, ton grand-père savait ce que ses enfants faisaient. Il savait tout. Il a laissé des instructions. Je lus la lettre, les mains tremblantes. Mon grand-père, cet homme silencieux et observateur, avait découvert les plans de ses enfants. Il avait rassemblé des preuves. Il avait ordonné que, s'il tentait un jour de prendre la maison par la force, tout devait être rendu public. Il avait laissé une enveloppe scellée chez un voisin de confiance. Le voisin, en apprenant la démarche judiciaire, avait ouvert l'enveloppe. Et suivi les instructions. Tout s'emboîtait. Mon grand-père nous protégeait, même après sa mort. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était la vengeance la plus propre, la plus parfaite, la plus inattendue. Et elle ne venait ni de moi, ni de ma grand-mère. Elle venait de lui. Le chaos qui suivit fut indescriptible. Mon oncle Polo perdit son emploi. Sa femme le quitta. Ses enfants eurent honte de lui. Ma tante Sylvia fut expulsée de l'église où elle se faisait passer pour une bénévole exemplaire. Son mari lui demanda du temps pour réfléchir. Sa réputation s'effondra comme un château de cartes. Et le plus ironique. Ils essayèrent de me faire porter la faute. Mais personne ne les crut. Parce que tout le monde les connaissait. Leur cruauté n'était pas un secret. Elle était seulement enregistrée désormais. Un mois après le scandale, le coup final arriva. La banque où mon grand-père avait un vieux compte contacta ma grand-mère. Un compte que personne ne connaissait. Un compte ouvert seulement à son nom, et au mien. À l'intérieur. Une somme suffisante pour garantir que nous ne dépendrions jamais de personne. Il avait tout prévu, dit ma grand-mère, émue. Il savait que la vie allait réclamer justice. Je la serrai dans mes bras, en larmes. Pendant des années, elle avait été traitée comme un fardeau. Comme un poids. Comme un être de trop. Mais à la fin, elle avait gagné. Et moi aussi. Aujourd'hui, la maison est rénovée. Pleine de lumière. Pleine de rire. Ma grand-mère vit avec moi. Nous allons au marché ensemble. Nous regardons des feuilletons le soir. Elle cuisine ses recettes préférées dans la cuisine que j'ai refaite. Elle a un jardin plein de fleurs qu'elle peut enfin soigner. Mes oncles ont essayé de revenir une fois. Pas pour demander pardon. Pas pour réfléchir. Mais pour tenter de récupérer un semblant de pouvoir.
Ma grand-mère les regarda droit dans les yeux et leur dit. Maintenant, je comprends, je n'ai pas perdu des enfants. J'ai perdu des illusions. Ils sont partis sans un mot. Ils ne sont jamais revenus. Et maintenant, quand je regarde cette maison, quand je vois ma grand-mère assise dans son fauteuil préféré, quand je ressens la paix au lieu de la peur, je comprends ce que mon grand-père voulait nous laisser. Protection, justice et liberté. Car l'héritage n'était pas la maison. L'héritage, c'était le courage. L'héritage, c'était la vérité. L'héritage, c'était l'amour. Et la vengeance? La vengeance n'était que la conséquence naturelle de tout ce qu'il nous avait fait.